Bonjour à tous, donc, merci d'être venus pour cette conférence où on va discuter du rôle des politiques locales au regard du thème du festival, donc écologie et solidarité. Là, en particulier, on va parler de solidarité, parce qu'on a la chance d'avoir deux intervenants pour parler du rôle des politiques locales. On a Florence Roger, qui est juste à ma gauche. Donc, madame, vous êtes chargée de mission IAE. IAE, c'est-à-dire Insertion par l'activité économique à la direction départementale de France Travail dans le département de l'Essonne. Donc vous allez pouvoir nous parler d'insertion notamment. Et Étienne Primard, vous êtes le cofondateur avec votre frère Denis du mouvement Solidarité Nouvelle pour le logement. Voilà, qui est une association qui œuvre depuis 38 ans pour l'accès au logement des personnes en situation de grande précarité. Voilà, alors pour commencer, peut-être je vous propose, je voulais vous demander si vous pouviez, à partir de vos missions respectives et de votre expérience, nous expliquer en quoi les politiques ou les initiatives locales disposent d'une réelle marge de manœuvre pour agir concrètement sur les deux enjeux qui vous concernent, c'est-à-dire l'insertion pour vous, Madame Roger, et pour l'accès au logement pour vous, Monsieur Primard. Voilà, je ne sais pas si peut-être Monsieur Primard voulait bien commencer à nous expliquer en quoi, notamment Solidarité Nouvelle pour le logement, c'est bien une preuve que, en fait, localement, on peut faire bouger les choses sans attendre que ça vienne forcément de tout en haut de l'État. On se gauche beaucoup en France du droit au logement. C'est très important. Nous préférons nous parler du droit à l'habitat. C'est-à-dire que pour en revenir au local, ce qui est important pour des gens en grande difficulté, c'est non seulement qu'ils aient un logement dont ils puissent disposer, mais c'est qu'ils puissent aussi sortir de leur solitude et rétablir des relations. D'où la nécessité que localement, il y ait un voisinage attentif au logement que l'on peut créer pour des gens qui n'en ont pas. Donc c'est ce qu'on appelle des groupes locaux de solidarité. Les groupes locaux de solidarité, ce sont des gens de tous horizons qui se regroupent localement, comme le dit le nom, et qui vont non seulement aider à la réalisation de ces logements, mais surtout apporter un soutien et une attention et un respect aux personnes qui vont y loger. Pourquoi ? Parce que tout homme ou toute femme n'existe pas sans l'autre. Donc voilà. Alors c'est quelque chose de très difficile. J'allais dire, le mot solidarité est très proche du mot fraternité. La fraternité ne se décrète pas, elle ne s'invente pas, elle se vit ou elle n'existe pas. Et ça, c'est pour les histoires propres à l'habitat, c'est pour nous extrêmement fondamental que les personnes non seulement puissent avoir un toit, mais qu'elles puissent aussi recevoir et sortir. Voilà. Et comme ce sont des personnes en grande difficulté, donc qui sont passées par des étapes, la plupart du temps, on peut dire assez cruelles, hein. Les gens que nous logeons, plus de 90% sont en dessous du seuil de pauvreté. Ce sont des personnes qui viennent soit de dehors, soit d'hôtels sociaux, soit de surlogement chez des amis, soit etc. Donc ce sont des personnes qui ont de grandes difficultés à faire à nouveau confiance à quelqu'un. Ce qui nous a lancé dans cette histoire-là, c'est, et je rejoins la magazine, c'est d'abord la création en 1985 de SNC, Solidarité Nouvelle face au chômage. C'est-à-dire quand on rencontre un chômeur de longue durée, on crée un groupe local et on l'embauche. Et à partir du moment où il est embauché quelque part, donc payé par les bénévoles et ceux qui les entourent,
eh ben, c'est plus facile de chercher du travail quand on a un travail que quand on n'en a pas. Mais on s'est rendu compte, entre 85 et 88, que les personnes qu'on accompagnait, pour chercher un logement, pour chercher un travail, souvent, on n'avait pas de logement. D'où la création des SNL. Voilà un peu l'histoire. Ce qui nous a amené à tout ça, ça veut dire mon frère et moi-même, c'est un peu un tour de force, vu de l'extérieur, ça ne l'est pas du tout vu par nous. C'est-à-dire qu'on a, par notre éducation, sucé ce sang de la frugalité heureuse, c'est-à-dire que notre vie à nous-mêmes devait être sobre, non pas seulement sobre, mais frugale, qu'on devait non pas avoir l'air triste, mais au contraire être joyeux. Tout ça un peu guidé, et ça remonte à longtemps, hein, ça remonte au IVe siècle, Saint Jean Chrysostome, qui nous disait dans une petite phrase, qui a été reprise du reste, et ça, nous en avons été très fiers, à la fois par le pape François et à la fois par le pape Léon. Dans sa première écriture, Léon a repris cette phrase, je vous la lis. Ne pas donner aux pauvres ce qui vient de nos propres biens, c'est les voler, c'est les priver de leur vie. Ce ne sont pas nos propres biens, mais les leurs que nous gardons pour nous. IVe siècle. Quand on voit ce qui se passe dans nos pays, ne serait-ce que le nôtre, la France, où on voit l'écart qui se creuse de plus en plus entre les riches et les pauvres, on peut se poser quelques questions. Donc, pour en revenir au local, comment imaginer que autour de nous puisse exister des gens qui, malgré eux, perdent toute dignité. Donc, SNL, une folie au départ, c'est-à-dire que j'habite le sud de l'Essonne avec Françoise, mon épouse qui est là, Denis avec sa femme habitait à Paris. On s'est dit, on connaît pas mal de gens qui ont un peu l'état d'esprit que nous pouvons avoir. On va faire quelques logements à Paris et quelques logements dans le sud de l'Essonne. Et voilà. Et on s'est rendu compte qu'en en parlant, en rencontrant d'autres personnes, eh ben les Français n'étaient pas si égoïstes que ça. Ce qui manque, c'est l'imagination, et ce qui manque, c'est le fait de se regrouper pour être fort. L'union fait la force, c'est pas des prunes. Donc, imaginez les gens qui sont les bénévoles à SNL, je n'entre pas dans les chiffres, on y entrera peut-être plus tard, mais imaginez les gens qui sont les bénévoles, qui parfois ont du mal à trouver un logement pour leur fils ou leur fille apprentis ou étudiants. Oui, en Ile-de-France, le mal que les étudiants ont à se loger et ils sont obligés de travailler en même temps, d'où la difficulté, enfin, etc., etc. Imaginez que des bénévoles puissent se mettre ensemble et créer des logements pour d'autres. Le résultat est flagrant. Un bénévole participe à la création d'un logement pour des gens qui n'en ont pas, et ce logement va sur 30 ans accueillir 50 personnes. Voilà. C'est tout bête. C'est tout nul. Alors, vous avez pu dire, mais il existe bien des logements sociaux, etc. Les logements sociaux en France ne sont pas accessibles aux gens que nous logeons. Ils le sont de moins en moins. Nos logements sont en principe provisoires pour que d'autres puissent avoir une place. Malheureusement, ça devient très difficile à la sortie, alors qu'ils vont mieux, alors que nous nous portons garant de trouver un logement social. D'où l'obligation que nous avons, nous, de créer maintenant pour des personnes, par exemple, en difficulté psychique, par exemple les familles monoparentales ou qui n'ont pas du tout avantage à ce que la femme ou l'homme seul travaille, puisque les enfants sont en bas âge, etc.
Voilà, donc on est obligé de créer nous-mêmes des logements durables. Pourquoi nous? Parce que ce sont tous ce qu'on appelle des PLAI, c'est des logements après locatifs aidés d'insertion, c'est des logements dont le loyer en moyenne est de 6 euros en Essonne. Faites votre petit calcul, pour un studio, 25 mètres carrés, 150 euros. Entièrement couvert, quand les gens n'ont pas de ressources, par la location logement. Ils doivent payer les charges, et puis ils doivent payer pour l'épargne, ensuite, ça, voilà. Donc le local est absolument fondamental. Plus tard, nous verrons les difficultés justement à ce que le local puisse se greffer sur le global. Ça, c'est l'énorme problème de la politique. Moi, je voulais juste vous demander ce que veut dire créer un logement. Est-ce que, en fait, vous, dans votre association, entre bénévoles, dans un groupe local, vous achetez un appartement, vous achetez une maison, vous achetez... qu'est-ce que ça veut dire créer un logement? Comment est-ce que vous arrivez à avoir finalement un parc d'habitat, quoi? Le rôle des bénévoles est de repérer autour de chez eux déjà des opportunités possibles. Il est aussi de repérer des gens qui ont des biens qui ne sont pas occupés. Il est aussi de repérer des personnes qui veulent mettre à disposition une partie de leur logement ou qu'on construise dans leur jardin, ce qu'on appelle la densification douce. La densification douce au niveau urbanisme, au lieu de bétonner partout, etc., essayer aussi que les choses vides soient occupées et qu'on densifie dans les jardins. Donc voilà le rôle des bénévoles. Alors après, il y a tout ce qui est financier. De 1988 à 1990, nous étions une association non reconnue, non agréée, etc. Donc les finances ne venaient que des groupes locaux de solidarité et des donataires qui pouvaient capter. Donc c'était de la folie, mais on démarrait doucement, sans du tout être public. Vient la loi Besson en 1990, Besson était alors ministre du Logement, qui a fait que des associations comme les nôtres pouvaient être agréées et donc pouvaient avoir accès à des fonds venant de l'État. Ensuite, le conseil régional d'Île-de-France et le conseil départemental de l'Essonne se sont intéressés à notre action et ont contribué à nous aider. Aides qui sont complètement supprimées depuis 2 ans parce qu'ils ont des difficultés financières et des priorités autres que le logement des plus démunis. Je ne sais pas si vous voyez un peu, mais les pauvres en France n'intéressent pas grand monde, pourvu qu'ils ne fassent pas de bruit, mais n'intéressent pas grand monde. Et donc, on se désaffecte très vite des recommandations qui peuvent être faites par-ci, par-là. C'est un tour de force. Jamais on a cru, nous, au départ, pouvoir mobiliser autant de fonds. On est aujourd'hui en Île-de-France, enfin, on attaque maintenant sur Lyon. On est à 1300 logements. Vous faites un petit calcul, vous voyez ce que ça donne. Donc, qui dit 1300 logements dit plus de bénévoles, dit 2000 donateurs. Donc, c'est une masse importante qui se met en route. Mais moi-même, j'ai été sidéré, comme j'ai dit tout à l'heure, de la disponibilité et du cœur de pas mal d'entre nous. Mais je suis aujourd'hui étonné que ça se généralise pas plus. C'est-à-dire que l'attention donnée aux gens... Alors, on peut faire des logements, là, à chaque nouveau changement de ministre, on part sur des projets, et au de faire 400 000, 500 000 logements, on n'en fait pas la moitié, et on fait très peu de PLAI, il y a très peu de logements très sociaux. Donc la crise devient de plus en plus forte, et notre action est de plus en plus grande. Le nombre de demandes de logements que nous avons maintenant dans les associations différentes, puisqu'on a une association dans chaque département d'Île-de-France, croît à une vitesse foudroyante. Merci beaucoup. Avec vous, Madame Roger, on va parler d'insertion. Et ce qui est intéressant, c'est que donc, vous avez une mission donc, voilà, au niveau départemental, mais finalement, vous êtes entre le national, puisque France Travail, donc anciennement Pôle emploi, est quand même un service public au niveau national. Et en même temps, vous coordonnez des politiques locales. Tout à fait. Ça, vous m'entendez comme c'est non. Vous voulez qu'on Avec plaisir. Tout à l'heure, il y a un monsieur qui est venu, il a touché un bouton. Est-ce que...
Alors oui, je voulais juste revenir un petit peu et trouver une articulation avec ce que monsieur a dit tout à l'heure, c'est que... Étienne a dit. Concernant l'insertion, c'est-à-dire que pour moi l'insertion, telle que je vais la définir, c'est comment on trouve une place dans la société. Et en trouvant une place dans la société, tout est lié. Alors, je fais aussi un petit pont avec les mots d'introduction de Gaëtan tout à l'heure. Par l'emploi, on peut s'insérer. Alors, je ne dis pas que par l'emploi, on sort de la pauvreté. On a bien démontré ces dernières années que l'emploi, ça permet, quand on est pauvre, de sortir de la grande pauvreté pour parfois aller vers la pauvreté. Et quand c'est bien, aller vers autre chose et d'avoir effectivement un pouvoir d'achat, une façon d'être au monde qui nous rend autonomes. Mais du coup, tout est lié dans la mesure où si on n'a pas d'emploi, on n'a pas de logement. Et si on n'a pas de logement, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est compliqué de trouver un emploi. Donc ça, c'est essentiel de travailler sur l'insertion socio-professionnelle. C'était ces quelques mots-là que je veux dire en propos liminaire, parce que parler d'insertion, c'est comment on pose un regard sur ceux qui ne sont pas insérés et qu'est-ce qu'on leur propose sur le plan économique pour qu'ils puissent trouver de quoi vivre, même si on ne sort pas de la grande pauvreté ou de la pauvreté, mais en tout cas avoir un minimum pour pouvoir élever ses enfants, s'habiller, se nourrir, au moins le minimum de la pyramide des besoins. Et il y a pour ça en France des dispositifs qui existent, et ça je fais le lien avec votre question, des dispositifs qui sont financés au national et qui sont évidemment déclinés au niveau local. Alors, ce que j'appelle local, c'est départemental et local au niveau des communes, des territoires de communes. Et en particulier, un dispositif que moi j'accompagne dans son déploiement, qui est l'insertion par l'activité économique. Alors, c'est très simple à comprendre, il existe des activités type nettoyage, maraîchage, gardiennage, des activités qui ne font pas appel à des compétences techniques très élevées, qui vont être avec des donneurs d'ordre, qui peuvent être des collectivités, qui peuvent être des grandes entreprises. Et souvent, ce sont des associations qui vont travailler sur ces sujets-là, qui vont récupérer de la part des donneurs d'ordre des missions. Et ces missions, elles vont être réalisées par des gens qui sont en insertion professionnelle. Donc, en fait, des gens qui sont sur des minima sociaux, par exemple, type RSA, par exemple. Je pense que ce mot-là vous parle. Et ces associations vont aller recruter ces personnes pour travailler sur ces missions dont je vous parle, de gardiennage, d'espace vert, de nettoyage, bâtiment, beaucoup dans ces secteurs-là. Et l'idée étant de proposer une vingtaine d'heures par semaine sur ces missions. Et en parallèle de ces missions, il y a des accompagnateurs qui viennent accompagner les personnes sur du projet professionnel, comment débloquer des situations administratives, comment travailler un budget. Enfin, voilà. Donc il y a bien la dimension resocialisation par l'emploi, production, donc salaire, et dans le même temps, accompagnement pour lever des freins vers l'insertion économique plus classique du secteur marchand. Et donc il y a un dispositif national qui finance de moins en moins, vraiment de moins en moins. Cette année, c'est moins 11% du budget. Donc quand je dis ça, quand on parle d'une association, c'est énorme. Et donc il y a ces budgets qui arrivent au niveau national et qui sont redistribués et charge à chaque département de répartir ce budget en fonction de politiques territoriales. Donc par exemple sur l'Essonne, on a beaucoup de maraîchage dans le sud d'Essonne. Pourquoi ? Puisqu'en fait on est sur un territoire rural. Sur le nord, on va être plutôt sur des activités autour des travaux publics, du bâtiment. Ça peut être aussi autour de la réparation d'électroménager typique. Une structure que vous connaissez sûrement, c'est Emmaüs, évidemment. Emmaüs qui est typiquement dans ce champ-là. C'est-à-dire que à partir de leur activité qui est récupérer des objets, enfin moi je vais très 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 régulièrement chez Emmaüs, donc je vois effectivement il y a de plus en plus de gens, et c'est très intéressant parce qu'il y a de plus en plus de gens qui sont dans le besoin, mais il y a aussi de plus en plus de gens qui vont juste parce que sur le plan de la vie citoyenne, c'est intéressant et important d'aller là. Et en plus sur le plan écologique, évidemment je ne vous en parle pas, puisque c'est toute la notion du circuit, de l'économie circulaire. Et donc Emmaüs, c'est tout à fait ce modèle-là, c'est-à-dire que les gens viennent donner, mais ceux que vous voyez
à l'intérieur qui travaillent, c'est soit des bénévoles, soit des salariés en insertion. L'objectif étant de, par cette activité-là, on postule que c'est un premier pas vers l'insertion socio-professionnelle, donc insertion qui va permettre de redonner des codes, de se lever le matin par exemple, de pouvoir payer soi-même, parce qu'on a de l'argent, payer soi-même la cantine des enfants, enfin voilà, tous ces actes qui permettent, sont des outils de réinsertion socio-économique. Et donc ça on voit là, je parle d'Emmaüs qui est plutôt à niveau national, mais il y a plein de petites structures qui agissent au niveau local. Moi, par exemple, je suis membre d'une association qui s'appelle Hercule Insertion, qui est à Sainte-Geneviève-des-Bois. Et en fait, l'objectif, c'est... on est une association, et l'objectif, c'est d'aider les personnes en réinsertion sur des missions comme le ménage chez les particuliers, l'entretien des espaces verts chez les particuliers. Et donc, ces personnes-là, elles font une vingtaine d'heures par semaine, et le reste du temps, elles sont accompagnées par des professionnels qui viennent les aider à travailler un projet professionnel, à trouver une formation. Voilà. Et c'est ça, en fait, ce type-là d'action qui permettent et de travailler l'insertion professionnelle et de plus en plus, d'ailleurs, tourner autour de, sur un territoire donné, comment on travaille l'économie circulaire, avec en particulier le local et la proximité. Voilà ce que je peux vous dire précisément sur ces actions-là. Ça, c'est bien ce qu'on appelle l'insertion par l'activité économique. Et ce qui a permis de créer, peut-être vous en avez déjà entendu parler, autre action que je vais mettre en valeur, ce qu'on appelle le territoire zéro chômeur. On en a beaucoup entendu parler, mais on y reviendra peut-être tout à l'heure quand on dira les difficultés qu'il y a de passer du local au national. Moi, je me demandais si vous pouviez nous dire un mot sur en quoi une agence France Travail, dans un territoire donné, peut s'adapter à son environnement, et c'est pas simplement la même politique nationale Absolument. pour tout le monde. Ouais. Tout à fait. Donc il y a une politique gouvernementale, une politique publique de l'emploi. On a un ministère, un ministre. Alors, pour rien vous cacher, je ne connais pas son nom là, parce que je connaissais celui d'avant, que j'ai oublié parce qu'il y en avait juste avant, et que ça va très très vite, donc c'est un peu compliqué en ce moment de suivre. Mais voilà, c'est un peu d'humour, mais c'est un peu la réalité. Donc le ministère fixe la politique nationale, et à partir de là, le local a des marges de manœuvre pour adapter ses actions. Alors, avec tout l'objectif qui est fixé par le gouvernement, mais au niveau du local, on va faire un diagnostic de territoire en disant les besoins des entreprises sur cet endroit-là, c'est plutôt de la logistique. Donc on s'occupe aussi des demandeurs d'emploi, donc on se dit comment on fait pour faire le match entre les emplois du territoire et les demandeurs d'emploi du territoire. Alors, soit ça match, soit on propose de la formation pour pouvoir y aller. Et en fait, on voit bien qu'en fonction de chacun des territoires, les offres d'emploi sont différentes. Ce n'est pas les mêmes offres d'emploi sur le plateau de Saclay, ça parle peut-être à certains d'entre vous, que, par exemple, dans le quartier politique de la ville d'Evry. Donc ça veut dire qu'à un moment, il faut bien que l'agence France Travail, qui est ancrée sur son territoire, elle puisse adapter soit les offres qu'elle va récupérer pour ses demandeurs d'emploi, soit former ses demandeurs d'emploi pour qu'ils puissent occuper un emploi sur leur propre territoire. Donc ça, on voit. Alors, par contre, effectivement, on a quand même des objectifs qui sont fixés par le gouvernement. En ce moment, il y a la fameuse loi, ce qu'on appelle la loi plein emploi, qui vise le plein emploi. À titre d'information, on considère qu'on est en plein emploi quand on a un taux de chômage de 5%. C'est ce qu'on appelle le chômage structurel, c'est-à-dire qu'on a du mal à descendre en dessous pour des raisons de turnover des salariés, etc. Aujourd'hui, on est plutôt à 7,5-8. Au département d'Essonne, on est plutôt à 7, donc en fonction des territoires. Et la Charente est à 3%. Donc on voit bien qu'avec des taux de chômage différents, du coup, les agences France Travail agissent différemment, parce qu'on n'est pas en place les mêmes actions quand on a 3% de chômage sur son territoire, quand on a 7, 8 ou 10%. Évidemment, on ne va pas mobiliser les mêmes aides publiques, par exemple. C'est en ce sens-là où il y a quand même des actions très particulières. Et si je refais le lien avec l'IAE de tout à l'heure, l'insertion par l'activité économique, les agences France Travail sont en lien avec ces associations et ces structures. L'objectif étant de se dire quels sont les besoins de ces structures, et moi je vais aller chercher des demandeurs d'emploi pour lesquels il va y avoir un intérêt à y aller. Et donc on fait le lien en permanence entre ces structures de territoire et les demandeurs d'emploi dont on a la charge de l'accompagnement. Bien sûr. Alors donc là on a parlé de la marge de manœuvre que pouvaient avoir et les initiatives associatives et les politiques locales.
Donc voilà, on a bien pris conscience que c'était possible de faire des choses au local, on n'était pas obligé d'attendre que ça vienne forcément de tout en haut. Tout de même, Monsieur Primeur, moi je voulais vous demander si la mise en œuvre d'initiatives locales, et notamment le développement d'une association, quand même, à un moment, est-ce qu'elle ne se confronte pas à la politique nationale ou municipale, dans le cadre de vraiment d'initiatives très locales, peut-être à l'échelle d'une ville? Est-ce qu'au bout d'un moment, on ne dépend pas de sa mairie, on ne dépend pas de son gouvernement? Est-ce qu'on ne dépend pas en fait du volontarisme tout de même des personnes qui sont, ou en tout cas des structures qui sont au-dessus de nous, quoi? Est-ce que vous, dans votre expérience, vous avez déjà rencontré des obstacles dans le développement de SNL, soit au niveau municipal, soit au niveau départemental, soit au niveau étatique? Si on démarre au niveau de l'État, nous avons obtenu, on ne les a pas cherchées, toutes les décorations possibles et imaginables. C'est quelque chose de complètement fou. Hein. J'ai été par la fondation Schwab Davos, BCG, Boston Consulting Group, élu entrepreneur social en 2012. Nous avons tous les prix d'économie sociale et solidaire pour entreprises de moins de 50 salariés, ensuite de plus de 50 salariés. On a les prismes d'or de l'Agence nationale de l'habitat. On a La France s'engage par le président Hollande, enfin, tout le bins. Et quand on va voir les responsables politiques, ce n'est pas leur priorité. Sauf un ministre du Logement, M. Borloo, qui nous a dit « je ne peux pas être ministre du Logement sans être ministre de l'économie ». Donc le blocage entre les différents ministères, etc. Donc l'État est charmant, il est à toutes nos inaugurations, il nous félicite, mais lui-même n'arrive pas du tout à enclencher. J'ai parlé tout à l'heure rapidement des jeunes. Ça devient tragique pour les étudiants et les apprentis. Je parlais des gens, des malades psychiques, qui ne peuvent pas être en famille et qui ne doivent pas être en hôpital psychiatrique. Qu'est-ce qu'il existe pour eux? Nous sommes obligés, puisqu'on en loge certains, donc de trouver une solution, de créer des résidences accueil pour ces gens-là. Les routards qui ont passé 2-3 ans chez nous, qui ne peuvent absolument pas aller dans une HLM, c'est impensable, les agoraphobes, etc. Nous sommes obligés de créer pour eux des pensions de famille, ou on appelait ça dans des maisons relais. Et ainsi de suite. C'est-à-dire que, voilà, toute la chaîne. Alors, la chaîne de l'État, ça part de l'urgence, donc l'hôtel, les CHRS, les centres d'hébergement, qui coûtent 4 fois plus cher au pouvoir public que ne coûte SNL. 4 fois plus cher. Pour un résultat chez nous, qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, proche de la personne, donc ça n'a rien à voir, quoi. Et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il y a un argent gâché pour répondre à l'urgence. Chaque président à son élection, chaque maire de Paris dit il n'y aura plus de gens qui coucheront dans la rue à Paris demain. À tout coup. C'est de pire en pire. Et ainsi de suite, quoi. Voilà. Donc, pour en revenir au local, moi, je ne pense qu'une seule chose, c'est que la véritable justice humaine ne peut venir que des citoyens, que de la mobilisation citoyenne. Il ne faut pas attendre de nos politiques. Alors évidemment, c'est eux qui, a priori, ont les moyens, puisque certains d'entre nous paient des impôts ou un carburant très cher. Mais voilà, c'est-à-dire
que cette répartition n'est pas. Donc, comment faire par rapport à une injustice inadmissible? Eh bien, c'est forcément, je le disais tout à l'heure en citant Saint Jean Chrysostome, c'est forcément en prenant sur nos biens, qui ne sont pas nos biens à nous, puisqu'on les a volés. Donc, c'est pas difficile. Alors, quand je dis ça, ça peut être emballant, mais supprimer des vacances, supprimer des jouets, supprimer des je sais pas quoi, alors que notre train de vie augmente sans arrêt, voilà, ça ne peut pas durer. Alors, là je me place au niveau de l'Île-de-France, plaçons-nous au niveau mondial. Voilà. Alors, moi je ne pense qu'au local, je ne pense qu'on ne peut s'en sortir que si celui qui est dans la peine est considéré comme quelqu'un qui fait partie des nôtres. C'est ce que nous avons appris petit, parce que la maison de nos parents et des amis, nos parents et leurs amis ont fui Paris après 1929. 1929, crise économique, crise terrible, donc le capitalisme n'avait aucun avenir. Où en sommes-nous? Il n'y a plus que le fric qui compte, ne serait-ce que pour nos pouvoirs politiques. Alors du coup, voilà, on a bien compris que vous croyez dans le potentiel du local. En même temps, ça veut dire qu'il faut compter 100% sur les forces en présence et en fait voilà, les forces elles sont pas toujours là. Pour enchaîner avec vous, justement Florence Roger, vous qui êtes à l'articulation justement entre la politique nationale et la politique locale, est-ce que vous pouvez nous parler en fait parfois de la difficulté de faire passer le message entre l'un et l'autre? Parfois aussi, on a peut-être des politiques locales qui veulent nationales qui veulent justement faire bouger les choses, et c'est difficile de faire descendre cette politique sur le terrain. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça? Alors, en fait, ça fonctionne dans les deux sens, cette histoire-là. C'est-à-dire qu'il y a des politiques nationales, c'est difficile de les faire descendre, mais il y a aussi des politiques locales, c'est difficile de les faire monter. Je pense. Voilà, il y a vraiment les deux. Alors, on est dans un moment de notre histoire, donc je parle de France Travail, hein, évidemment de là où je suis, on a un moment de notre histoire où il y a quand même une volonté de se dire, c'est les territoires qui ont la solution. Alors c'est aussi une façon de s'en engager financièrement. Hein. Vous parliez tout à l'heure de la question du budget, hein, vous avez utilisé le gros mot capitalisme, mais c'est pas du tout là où je veux m'arriver, mais de dire il y a la question de l'argent, et que souvent, quand on veut dire il n'y a plus d'argent, c'est en gros, débrouillez-vous pour trouver des solutions. Innovantes, c'est mieux parce que ça fait plus moderne, en plus. Mais ça, on a toujours à faire, il y a plein de gens, vous, nous, on a des idées. L'idée que vous aviez eue il y a 38 ans, elle est absolument géniale. Ça continue, pas des idées aussi géniales, mais au local, les gens ont des idées, merci. Donc, pour en revenir à votre question, c'est oui, il arrive que des fois, il y ait des injonctions au niveau national qui viennent de temps en temps même empêcher le local. Par exemple, on peut avoir au niveau local des super idées, on a un planning qui est bien fait sur des actions, et puis le national dit « Ah non, mais la semaine prochaine, dans 15 jours, c'est la semaine des métiers de l'industrie, par hasard. » Donc tout ce qu'on avait prévu au local, on est obligé de tout remettre en cause parce que le national, pour des raisons politiques, parce qu'il faut travailler sur l'industrie de la défense en ce moment, vous avez entendu parler de ces enjeux forts. Je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, je pense qu'on va avoir besoin d'une industrie de la défense forte. Mais donc du coup, il faut qu'on sollicite des acteurs qui viennent travailler le sujet, et en particulier France Travail, parce qu'on va avoir besoin de recruter des gens qui vont aller sur ces métiers-là. Et là, il y a des vraies tensions de recrutement dans les métiers de la défense. Quand je dis la défense, je ne parle pas des militaires, je parle de construire des drones, construire des avions, voilà, donc des chaînes de construction. Et là, on a des besoins qui se chiffrent par milliers. Donc là, à un moment, l'État, à juste titre, va nous dire, mais il faut que vous mettiez en place des actions pour travailler ce sujet-là. Et évidemment, on est payé pour ça, donc on va le faire. Mais ça peut être considéré parfois comme un petit vent contraire à l'action qu'on avait plutôt prévue en local, qui était de dire, nous sur le local, et je vous donne un exemple par exemple, une agence dans l'Essonne qui doit travailler sur un plan d'action pour accompagner
les migrants signataires de contrats d'intégration républicaine, qui avaient prévu une 10 minutes, c'est ça 10 minutes, elle dit la personne. J'ai l'habitude des tables rondes, elle vient nous faire un signe. Agence qui avait prévu un parcours pour former ces personnes-là, dont je vous parlais, des migrants, au français langue étrangère, puis après un atelier avec des enseignants pour travailler l'oralité, et puis ensuite un parcours un petit atelier autour de la couture, et puis qui devait se terminer et qui va se terminer par un défi de mode. Donc ça c'est prévu, mais sauf qu'à un moment le national dit voilà, il faut peut-être attention, on a besoin de mettre en place des ateliers pour bien faire connaître les métiers de l'industrie de la défense. Et ben, vous voyez, dans ce sens-là, c'est un petit vent contraire, mais au local, ils ont aussi leur idée, donc ils continuent quand même. Donc on voit bien que ça fonctionne dans les deux sens. Et que le national adore aussi se nourrir des expériences du local. Il n'y a pas très longtemps, on a mis en place en Essonne une expérimentation pour mieux accompagner les bénéficiaires du RSA. Et ça a servi, avec d'autres départements, on était une poignée de départements à le faire, ça a servi aussi, au niveau du national, à imaginer un accompagnement rénové pour toutes ces personnes qu'on va installer au niveau du national. Donc on voit bien qu'il y a cette espèce de va-et-vient, et chacun, à son niveau, à son moment, doit trouver la place pour essayer d'agir en fonction de l'objectif qui s'est fixé. Donc il y a des fois le national coince, mais des fois c'est le local. Voilà. Mais en tout cas, on cherche toujours à articuler les deux et à être ancré dans un territoire pour que ça serve le territoire. On va avoir le temps pour 5 petites minutes de questions. Est-ce que vous avez des questions pour nos deux intervenants? Moi, j'ai pas une question, mais juste une information, parce que moi, je suis un élu, mais pas celui qui est sur la diapositive. Ah oui, c'est vrai, il nous en manquait un. Alors, moi, je suis pas du tout capable de parler de ces questions-là. Je suis là parce que ça m'intéresse. On peut entendre la question. Donc moi, je suis élu à la ville d'Athis-Mons, donc récemment, et en fait, j'ai vu sur le panneau d'entrée que le maire était attendu, et c'est pour ça que je suis parti, parce que il m'a appelé et il m'a dit mais je suis pas du tout au courant qu'on m'attend quelque part. Donc voilà, donc effectivement il n'est pas là, c'est pas parce qu'il a déserté sur le sujet, c'est parce qu'il ne savait pas qu'on l'attendait. Voilà. Et moi je suis là parce que ça m'intéresse, mais je ne suis pas l'élu de votre diapositive. Voilà. Mais, voilà. Donc il y a des gens chez nous qui s'occupent de ces sujets-là. Il faut savoir que sur la ville d'Athis-Mons, par exemple, plus de 50% du budget est consacré à des travaux sur l'insertion, le social, etc. C'est un choix politique. Après ça, je ne pourrais pas rentrer dans le détail de ce qui concerne le logement. Voilà. Donc c'était juste pour vous dire ça, et excusez Jean-Jacques Grousseau qui ne savait pas qu'il peut être là. Voilà. Alors, juste pour compléter ce que vous dites, moi, ce que je suis aussi élu sur ma commune, et sur l'économie sociale et solidaire. Et je suis d'accord, je vais revenir sur ce que vous dites, c'est que les communes ont forcément en tête ces leviers-là pour pouvoir travailler aussi, pour leur propre intérêt, et l'intérêt des personnes qui sont leurs administrés. Évidemment, je ne veux pas plus de questions. Je vais essayer. Bon, ça marche. Il marche pas trop bien ce micro. Oui. Ouais, puis on... Tiens, il y a. Le mien, il marche très bien. Super. Voilà. Monsieur, après, pardon, je prends votre place, monsieur. Non, je suis bien. Bah, ouais. Madame, bonjour. Moi, je suis Ninette. Je vous remercie en tout cas pour votre partage. Je vais poser une question à monsieur Primard, déjà dans un premier temps. J'avais une question sur la différence entre l'habitat et le logement, parce que vous avez commencé comme ça. Donc pour moi, en tout cas, c'est quelque chose de similaire. Donc voilà, j'avais une question à ce niveau-là. Et puis j'avais une deuxième question sur comment faites-vous pour essayer d'amener les personnes vraiment en situation de vulnérabilité, les personnes avec des difficultés psychiques, puisque ce sont des personnes dites invisibles. Ce sont très souvent des personnes qui n'ont pas connaissance de leurs droits. Donc, je voulais savoir comment, justement, vous arrivez à capter ces personnes et à faire en sorte qu'elles puissent rentrer dans vos objectifs, si je peux dire ça comme ça. Et je vais enchaîner, je suis désolée, je vais enchaîner sur une deuxième question, du coup, qui concerne Madame Roger. En fait, dans mon parcours, j'étais directrice d'IAO, donc à la régie de quartier de Bagnols, je ne sais pas si vous connaissez. Et en fait, le travail du maillage associatif était très important aussi à ce niveau. Donc du coup, je voulais savoir comment justement vous intégrez cette question-là pour permettre justement de mieux répondre aux problématiques de l'emploi au niveau de l'insertion.
question, donc on parle donc la différence entre habitat et logement et l'accompagnement des personnes les invisibles. Un logement, c'est une cabane. Voilà, et on est content parce que les gens, en principe, n'ont plus à se plaindre. Habiter, c'est être en relation avec l'extérieur. Non seulement avec l'extérieur, mais avec aussi tout ce qui s'y passe, éventuellement avec le monde culturel, éventuellement avec tout ça. Comment ça se passe? Il y a double accompagnement en SNL. Un accompagnement par les bénévoles, une présence attentive, régulière, quoi qu'il arrive. Parce que des fois, des personnes pas très agréables a priori, mais qui peuvent le devenir très vite. Et puis accompagnement par des travailleurs sociaux sur les 110 salariés que nous avons, il y a 50 travailleurs sociaux. Voilà, et les travailleurs sociaux justement pour toutes les questions de droit, notamment le droit au logement, parce qu'on essaie de ne pas empiéter sur tous les domaines. C'est-à-dire que si nous attaquons tous les problèmes, les gens se referment et nous ne vivons qu'avec eux. Donc on ne s'occupe pas du travail. On ne s'occupe pas de la santé en principe. En fait, on a forcément toutes les questions qui nous tombent, mais à ce moment-là, ce sont des partenaires extérieurs qui interviennent. Pour les malades psychiques, nous ne sommes pas qualifiés pour, donc ce sont des associations qualifiées qui interviennent. Voilà. Donc, j'ai répondu à peu près à votre question. Merci. Alors, donc, je prends la suite. En fait, vous avez parlé d'une régie de quartier, c'est ça? Oui. Et pour moi, la régie de quartier, elle coche toutes les bonnes cases. Quand je dis ça, c'est... Et je fais le lien avec ce que je disais avec monsieur tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, c'est... régie de quartier, c'est un lieu qui va servir et le quartier en termes de réhabilitation, de lieu de vie, et qui va être fait aussi... et cette réhabilitation va être faite par des personnes qui sont en insertion socio-professionnelle. Donc ça correspond exactement à ce que j'avais dit. Et là, l'intérêt, c'est qu'elle sert et l'habitat, on a bien compris du coup l'habitat, hein. Elle sert et l'habitat, donc le lieu de vie des personnes, elle sert aussi le projet professionnel de ceux qui vont pouvoir y travailler ponctuellement pour revenir vers l'insertion socio-professionnelle. Et donc du coup, ça donne de la place, et ça sert aussi une commune, collectivité, puisque ça veut dire que l'habitat, il est rendu habitable, excusez-moi si je peux dire comme ça, parce que du coup, il y a des gens qui sont là pour s'en occuper. Et donc on voit bien comment cette régie de quartier, elle sert tout le monde au passage, l'insertion socio-professionnelle, l'habitabilité des lieux, les collectivités qui ont des habitats qui sont dignes. Voilà. Et c'est en ce sens-là où ces dispositifs-là de régie de quartier, qui sont complètement des dispositifs de l'insertion par l'activité économique, viennent servir et un projet de territoire, et des citoyens, et des élus qui veulent agir pour leur population. Je ne sais pas si c'est assez clair ce que j'ai dit. J'ai oublié de dire, chez nous, il y a beaucoup de fêtes, il y a beaucoup de sorties, il y a des vacances, il y a des etc. Donc il y a toute une organisation. Les bénévoles partent avec les familles, là où elles veulent aller. Quand on fait une fête, par exemple, au début, les bénévoles disent « Oh, les pauvres, c'est nous qui allons faire la cuisine. » Surtout pas. Souvent, la cuisine des gens accueillis est bien meilleure que celle des... Ok. Bon, je suis désolée, on n'a plus le temps pour les questions, mais on peut tout à fait ouvrir la discussion à l'extérieur. Une question, c'est une contribution. Bah si, le monsieur a demandé tout de suite, il peut lui donner la parole. Ah oui, je suis navrée, moi aussi je suis tenue par la une contribution en 30 secondes. J'allais dire 30 secondes. Bah non, c'est simple, vous n'avez pas parlé de la loi SRU, je crois bien, parce que moi je suis dans une commune, bon j'ai été aussi élu, malheureusement nous sommes dans l'opposition maintenant, on a perdu des villes en France. Pourquoi? Parce que quand on veut justement appliquer cette loi, il faut savoir toute commune doit construire 25% de logements sociaux. Alors on s'est tordu la tête pour pas appeler sociaux parce que ça fait peur au peuple, ça fait peur à la solidarité, ça fait peur aux gens, ça fait peur à beaucoup de gens parce que le social, bon, on nous a dit c'est une ville qui est pas très loin du nord de l'Essonne. Vous allez faire comme Villeneuve-Saint-Georges ou Créteil ou je ne sais pas quelle grande ville en faisant venir des étrangers, parce que logement social, ça veut dire étranger, ça veut dire des gens précaires, des pauvres. Et les pauvres, on m'a dit, on ne les veut pas ici, on les veut au sud de l'Essonne. Mais surtout pas au nord de l'Essonne où c'est développé. Alors, la ville, on ne l'a pas gagnée, bien sûr, parce qu'effectivement, d'après nos calculs,
depuis que ce maire, depuis 95 qu'il est en place, c'est la ville de hier, monsieur Dupont-Aignan, je crois qu'on peut le citer, d'extrême droite maintenant. Donc c'est clair, hein. Donc nous on est dans l'opposition. Et si on a donc perdu cette ville en 95 parce qu'on faisait trop de logements sociaux et on a travaillé aussi avec SNL, enfin bon, on a fait diverses choses. Alors en fait, ce qu'il faut dire, c'est, et c'est là où je veux en venir, c'est qu'à la ville de hier, comme beaucoup de villes d'Île-de-France, ça nous coûte 1,2 million par an de taxes. Donc l'État fait quand même quelque chose. Qui c'était M. Jospin qui l'a fait, cette loi-là. Donc faut pas non plus dire toujours que l'État fait rien. Mais on doit construire 25% de logements sociaux, mais en fait c'est un problème culturel parce qu'on a peur de l'autre. C'est ça la vraie question. Petite pensée pour Lionel Jospin, exactement. Toute petite réponse quand même. Mais toute petite. Pour que SNL puisse acheter le monastère dans votre ville, j'ai dû demander au préfet de préempter par rapport à la mairie qui voulait en faire un bien et des logements luxueux. Faut se battre. Allez, merci beaucoup, c'est intéressant. Mais si les autres sont mauvais, ça ne nous empêche pas, nous, d'être excellents. Oh là là. Moi j'avais aucun. Un témoignage qui parle avec un regard. Non, c'est génial. Alors en fait, ouais, mais en fait, il y a un renouvellement, non, mais j'imagine vous avez quand même des nouveaux retraités qui viennent, parce que c'est vrai non mais moi j'ai trouvé ça super. Non, pas le logement, moi je vois enfin les mobilités et les transports. D'accord. C'est extraordinaire. Ah, mais oui, d'accord, mais Sébastien va pour la fin des clés. Ah d'accord, vous n'avez pas demandé à mais non, pas du tout. C'est super intéressant. Je l'installer, c'est ça. Je l'ai vu 100 fois, mais c'est histoire. Parce que moi, je n'aime pas. Je vois juste. On va passer par le circuit parce qu'on est en c'est des fins du parlement. Et là, je lui ai dit, bon, je suis là, je t'attends. Vous voyez, par exemple, que il est dans le ambassadeur, je fais la pays, il est venu. Non, Un, deux. oui, je suis pas touché à la conférence, il a marqué que j'avais dit au voleur, et tout le monde allait chercher. J'ai pas fait, j'étais pas Vous auriez voulu être un peu plus. oui, vous voyez, pas de ouais, j'ai dit que je suis allé, allez vous asseoir. Franchement, dire ça à moi.